Bonjour Manuel Valls. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur LCI. Vous signez Zemmour, l'anti-républicain en librairie depuis hier, aux éditions de l'Observatoire, ça coûte 12 €. Le zemmourisme, qu'est-ce que c'est? Vous vous attelez à une démonstration avec un but précis et ensuite vous faites une proposition qui est intéressante, on y reviendra, une méthode qui pourrait peut-être nous sortir de l'ornière parce que vous n'êtes pas le seul, mais vous le dites, on est quand même dans une ornière, évidemment. Mais d'abord, justement, un mot de cette journée de grève à l'école. Vous avez l'expérience du pouvoir, Manuel Valls. Vous êtes ancien ministre de l'Intérieur, ancien Premier ministre. Vous avez traversé des crises. Est-ce qu'elle est sérieuse pour Jean-Michel Blanquer, celle-là? Moi, je regrette qu'au fond, on ne mette pas en avant l'atout principal de la France dans cette affaire-là, c'est-à-dire l'ouverture des écoles depuis pratiquement le début, après le premier confinement, ce qui a été une marque de la France par rapport à d'autres pays, privilégier l'éducation de nos enfants, puisqu'on sait que le confinement, l'absence d'école, la présence à la maison ont eu des conséquences sur les enfants. Et je trouve que c'est dommage, au fond, que pour toute une série de raisons qui ont déjà été expliquées, on arrive à un tel mouvement, sans doute important, et à une forme de colère, d'exaspération des parents, bien sûr, mais surtout des enseignants. Des parents et des enseignants, c'est ça qui est frappant. Un protocole mal expliqué ou tardivement, dans un contexte déjà tendu, un protocole complexe, mal calibré, puisqu'il a dû être rectifié 2 fois, c'est qu'il était mal conçu au départ. Aussi certaines déclarations qui peuvent être perçues comme provocatrices. Bon, on a là un cocktail, ça peut laisser des traces ou pas? Ou à votre avis, une fois qu'on aura fluidifié l'entrée dans les pharmacies pour acheter des tests, c'est terminé? Mais je pense qu'on n'est pas au bout des conséquences d'une crise pandémique, une crise profonde, anthropologique, sociale, sociologique, psychologique même sur la population, qui se greffe sur une crise française de grande instabilité et de rejet de la politique. Donc je ne peux pas savoir. Mais évidemment, on sent bien qu'il y a des crises sociales, des colères refoulées, de l'inquiétude, de la fatigue et de la lassitude. Je pense que c'est plutôt ces derniers mots qui expliquent beaucoup ce qui se passe. Donc, tout le monde doit faire attention, et notamment l'exécutif, sur ces tensions qui existent dans notre société. Et ce qui se passe aujourd'hui, évidemment, n'est pas à négliger. Mais comment vous observez j'allais dire le jeu, c'est un peu réducteur, mais enfin, l'opposition demande la démission de Jean-Michel Blanquer. Non, tout ça est absurde. Pourquoi? Non, de demander la démission. démission. C'est pavlovien, c'est pas légitime? Oui, il y a un côté pavlovien. Non, toute demande de démission est légitime. Mais d'abord, Jean-Michel Blanquer est un grand républicain, un homme d'État. C'est un ministre de l'Éducation nationale qui a tenu le choc, qui a fait aussi des réformes, pas d'accord sur tout. Et on sent qu'on cherche, bien sûr, à le fragiliser. Lui, peut-être en interne d'ailleurs, mais surtout dans le débat politique aujourd'hui, parce qu'il paraît qu'il y a une campagne électorale. Oui, alors justement, après la campagne à l'élection, au lendemain de l'élection, il y a plein de priorités. Il y en a des tas. Il y a la réindustrialisation, il y a la sécurité, il y a la santé, évidemment. La revalorisation des profs, est-ce que ça doit être une priorité du prochain début de quinquennat, où il faut régler tout ce que je vous ai dit avant et auquel les Français sur lesquels les Français sont très préoccupés? Il y a des efforts qui ont été faits, compris dans le quinquennat précédent, au cours de ce quinquennat, et il faudra poursuivre. Évidemment, il faut tenir compte de la dette, des déficits publics, parce que le quoi qu'il en coûte nous a fait oublier cet aspect-là, mais ça compte, notamment pour la compétitivité de notre pays dans la comparaison avec les pays voisins, et notamment l'Allemagne. Mais dans le mal français, ou dans le malheur français, si je reprends la belle expression, enfin l'expression juste du philosophe, de l'intellectuel Marcel Gauchet, il y a sans doute en effet la situation de notre école. C'est pas uniquement la question du salaire des profs, mais c'est un des éléments importants. Au fond, le statut de nos enseignants qui était tellement extraordinaire, tellement puissant, il était au cœur de ce qu'est notre construction républicaine. Et aujourd'hui, ils se sentent sans doute, alors qu'ils ont le plus beau métier du monde, transmission des savoirs, de la connaissance et des valeurs, ils se sentent pas suffisamment, rien à voir avec ce gouvernement. Non, mais je veux dire, la gauche a une responsabilité. La gauche, l'électorat traditionnel des profs. Ça fait longtemps qu'il y a une forme, en tout cas, de tension, je n'ose dire, de divorce, en tout cas de malentendu, on va prendre cette expression, entre les enseignants et la gauche, y compris parce que les enseignants ont changé, ce ne sont plus les hussards noirs de la République d'il y a
quelques décennies. Enfin, il faut les prendre en considération avec très grand respect. Et puis, vous avez raison, dans les 4-5 grands sujets importants qu'il faut traiter dans les années qui viennent, c'est pour ça que je propose l'union nationale, l'union sacrée, en tout cas un compromis entre les forces politiques et les forces sociales de ce pays, la question de l'école, question de des transmissions des savoirs, de l'apprentissage du français, du calcul et des maths, puisque au fond, la compétition internationale entre les grands pays va se jouer sur la question de la connaissance et donc de l'école, de l'université, et ça doit être une grande priorité, mais qui nécessite une mobilisation de long terme et pas uniquement des secousses. On y reviendra sur votre proposition, mais puisqu'on est sur l'école, votre sujet de livre, on va y venir plus précisément, mais qu'est-ce qu'il propose Zemmour ? Le retour de la blouse, le retour du certificat d'études, évidemment une énorme concentration sur les savoirs fondamentaux, la fin du collège unique. Il n'est pas le seul. Et il part du constat que vous venez de faire. L'école est en panne. Elle ne permet plus d'élever le niveau. Donc, il sent qu'il partage là un constat avec les Français. Donc ça marche son discours là, pas décliniste, mais ce retour au passé, ça fonctionne. C'est pour ça que ça fonctionne Zemmour aussi, parce que les Français sont en partie d'accord avec sa vision décliniste. Une nostalgie ne fait pas un programme pour l'avenir. Et moi-même, je parle beaucoup de cette école de la République. Enfin, elle avait son lot d'inégalités. Il y avait beaucoup de gens qui n'allaient que jusqu'au certificat d'études. La population était moins formée. Mais il y avait quelque chose qui était très puissant dans notre pays. C'était qu'il y avait ce qu'on appelle communément l'ascenseur social. Bref, on avait le sentiment que nos enfants, nos petits-enfants allaient vivre mieux que nous et qu'ils allaient accéder à dans l'échelle sociale, à des responsabilités que les parents, les grands-parents, ouvriers, paysans, ne pouvaient pas atteindre. Donc il faut renouer avec cela. Bon, le débat sur la blouse n'est pas nouveau, sur l'uniforme à l'école. Justement, c'est pas nouveau. Vous m'interrogez sur ce qu'est le zémourisme. Ouais. Il faut le regarder. C'est pour ça qu'en effet, ce phénomène, vos confrères, un éditorialiste, un polémiste, comme on dit, a surgi dans le paysage politique, sans doute parce qu'il ne vient pas de la politique, et dans un moment de rejet profond des responsables politiques, évidemment, on l'écoute, parce qu'il y a aussi une forme de passion française, et je la partage sur l'histoire, sur la culture. Nous sommes un peuple pétri de culture, nous sommes d'abord une histoire avant tout, c'est ça la définition de la France, une forme de fierté de cette histoire, donc une continuité historique, alors qu'il y a tout un débat sur la remise en cause permanente, une forme de repentance permanente de ce que nous sommes, et donc voilà. Et lui, il signale, je reprends cette expression de Marcel Gauchet, ce malheur français, une forme de déclin, un mal civilisationnel, un mal identitaire. Donc, il pose un diagnostic. Mais ce diagnostic ne suffit pas. D'abord, il est erroné, notamment, et bâti sur des mensonges et des manipulations historiques qui sont profondément anti-républicaines, ce qu'il dit sur l'affaire Dreyfus, sur le pétainisme, etc. Mais y compris sur l'école, on voit bien qu'il y a une crainte chez les Français. Donc, il faut évidemment y répondre, mais puissamment, puisque au fond, aujourd'hui, il y a le français, il y a les maths, il y a les nouvelles technologies, il y a les grands enjeux scientifiques d'aujourd'hui et de demain. C'est quoi une école moderne dans le monde d'aujourd'hui ? C'est pas uniquement revenir à l'instit. Voilà, quand il revient à l'instit, c'est ça la figure centrale qui veut remettre. Vous dites, c'est une réponse pauvre ? C'est une réponse pauvre. Ou c'est un début de réponse ? Non, c'est une réponse pauvre et nostalgique. Parce que le monde a changé. Quelle est la raison de ce mal français ou de ce sentiment de déclin ? C'est que nous ne sommes plus cette grande puissance que nous étions il y a un siècle et demi. Il y a aujourd'hui les États-Unis d'Amérique, bien sûr, l'Inde, la Chine avant tout. L'Europe n'est plus au centre du monde, même si nous sommes un continent privilégié. Rappelez-vous de ce qu'on disait il y a 2 ans, en disant c'est la fin de l'Europe. Enfin, c'est quand même le continent qui a le plus protégé ses citoyens et l'économie. Nous avons encore des moyens considérables. On l'a vu avec le quoi qu'il en coûte. Et c'est important, évidemment, pour nos entrepreneurs, pour nos commerces et pour les salariés. Oui, mais enfin, en tout cas, on a protégé cette économie. On a échappé à une crise économique effrayante qui aurait suivi la crise sanitaire. Donc moi, je ne partage pas ce déclin. Mais si on veut former notre jeunesse
au monde d'aujourd'hui et de demain, la aux blouse, évolutions massives qu'il y a, précisément en Chine, à Taïwan, au Japon bien sûr, en Corée du Sud, on privilégie l'éducation scientifique, bien sûr l'apprentissage de la langue, notre histoire, la fierté d'appartenir à une nation, mais il faut le faire avec les moyens d'aujourd'hui, de demain, pas avec les moyens d'hier. Oui. Alors, vous le disiez, la réponse est pauvre. Est-ce qu'elle est pauvre, à votre avis? Est-ce que la réponse de Zemmour, elle est pauvre sur tous les sujets? Parce que ça a été une fusée stratosphérique cet automne. Là, il est sur un plateau en termes d'intention de vote, entre 12, 13, 14. Il a un socle solide, mais pas suffisant pour se qualifier. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que là, il est un peu... voilà. Je suis prudent dans l'analyse et dans le pronostic, Elisabeth Martichoux, parce qu'il y a une grande volatilité. Ça bouge beaucoup, on ne sait pas comment les choses se terminent. Mais quel est au fond le projet d'Éric Zemmour? Le projet d'Éric Zemmour, c'est d'unifier les droites et surtout de rompre avec la barrière, la frontière, le mur qui existait entre la droite et l'extrême droite depuis la Libération et qui empêchait l'alliance entre la droite républicaine, celle de Jacques Chirac ou Nicolas Sarkozy, avec l'extrême droite. Il pense que Marine Le Pen ne peut pas le faire à cause de son nom, le nom de son père et les origines vichistes de son parti. Et il fait appel à l'histoire, il la tord, il met en cause au fond ce qu'est profondément ce que nous sommes républicains et l'histoire gaulliste, celle de la résistance, pour permettre cette fusion entre les droites. En cela, il a d'une certaine manière déjà gagné. Peu importe son score au premier tour ou sa présence ou non au second tour, il a infusé un certain nombre d'idées qui touchent les Français, pas uniquement sur l'histoire, mais par exemple sur l'idée du grand remplacement, sur le fait que nous soyons une race blanche, sur la confusion entre musulmans et terroristes, pour précisément créer les conditions de cette alliance. C'est pour ça qu'il faut le combattre sur le fond, sur l'histoire, mais aussi sur les manipulations d'aujourd'hui. Il manipule les chiffres, vous le dites. Commencez par ceux de l'immigration, pour servir sa thèse du grand remplacement. Le débat sur les prénoms, voilà. qui est un débat qui fait l'amalgame islamiste, évidemment, musulman. Lui, il dit non, c'est ma vision, c'est mon interprétation. C'est lui-même. À chacun sa vision. Averti des risques de la guerre civile, mais quand il dit, par exemple, que ceux qui sont dans le box des accusés du procès des attentats du 13 novembre sont les vrais musulmans, sont presque les bons musulmans, représentent véritablement l'islam, il confond, d'ailleurs c'est ce que cherchent aussi les djihadistes, c'est ce que cherche l'islamisme, l'islam politique, il confond tous les musulmans avec cet islam radical et avec cette vision de l'islam qui a conduit à la violence et aux attentats. Alors là, il crée les conditions d'une confrontation. Il y a au fond beaucoup de violence. Mais la guerre civile c'est lui-même averti du risque de la guerre civile et par ses analyses, il crée les conditions d'une confrontation. Exactement. Mais comme il est le symptôme de ce malheur français, et comme il est le symptôme aussi des manques et des échecs des responsables politiques depuis des années, je m'en extrais pas, et comme il est aussi le symptôme de l'abandon de la gauche, de l'universalisme et de la République et de la laïcité. Dès la page 19, vous en parlez. Oui, bien sûr, parce que c'est un élément. Vous fustigez l'extrême gauche. Il suffit pas de répondre sur le plan moral ou même historique. Il faut lui opposer un récit républicain qui redonne de la fierté à nos compatriotes. Il suffit pas de le traiter de fasciste, ça ne sert à rien. Justement, il faut pas le diaboliser. Mais enfin, votre livre, il y a eu déjà des tonnes d'articles de presse, des tribunes, des prises de parole qui ont tenté de démonter la présentation que fait Éric Zemmour de notre pays, de son passé, de son présent, de son avenir. Pourquoi vous seriez plus efficace que les autres? Il a quand même un socle d'intention de vote qui est très solide. Quand je vois les sondages, par exemple, un sondage commandé par l'ALICRA, une grande organisation, peut-être la seule aujourd'hui, qui garde la lutte contre le racisme et l'antisémitisme et en plus les valeurs républicaines. Un sondage où il dit que les Français partagent majoritairement l'idée qu'aujourd'hui nous serions en train de subir un grand remplacement, c'est-à-dire au fond un changement de population. Anticipé. C'est une thèse d'un intellectuel français, Renaud Camus, dont on a retrouvé les écrits en général auprès des principaux terroristes de l'extrême droite, notamment celui qui a tué 80 musulmans dans 2 mosquées en Nouvelle-Zélande à Christchurch. C'est quand même une théorie profondément complotiste, parce qu'on serait en train d'organiser ce grand remplacement. Là, il faut faire très attention. Là, on est. Alors, il vous dit non, il suffit de sortir dans la rue pour voir que le grand remplacement est en marche. Oui, bien sûr, il y a les ghettos.
Bien sûr, il y a l'apartheid territorial et social, pour reprendre l'expression qui avait été la mienne il y a déjà quelques années. Mais oui, il y a des problèmes de peuplement et d'habitat. Parce qu'il est en train d'inoculer un poison long et difficile à assainir. Et qui prospère sur le fond de cette crise. Donc il faut une réponse puissante, républicaine, de renouer avec l'autorité. Mais on a l'impression que ce sont des incantations, ça, Manuel. C'est pas dans le livre. C'est quand je parle, par exemple, d'immigration, je dis il faut remettre à plat la politique d'immigration. Vous dites qu'il faut stopper l'immigration et faire l'assimilation. Oui, alors donc vous actez comme d'autres que l'immigration ne peut pas être une chance, et vous dites comme une grosse partie de la droite, et ce sont un peu les mots de Zemmour, il faut arrêter l'immigration et faire l'assimilation. Mais c'est précisément ces mots, la République, la nation, l'assimilation, la laïcité, ont été laissés à ces extrêmes pendant des années. Et moi, comme républicain, je veux les récupérer en disant qu'on peut le faire au nom des valeurs républicaines, sans stigmatiser, sans dire que tous les immigrés sont des voleurs, que tous les jeunes qui sont en difficulté sont des voyous, et sans dire que tous les musulmans sont des terroristes. Enfin, il y a quand même il y a une sacrée différence en respectant l'État, l'être humain, mais de l'autre côté, il faut aussi changer ces politiques, parce que c'est sur l'impuissance et c'est sur l'échec, le sentiment d'échec et d'impuissance, sur le fait qu'on n'arrive pas à reconduire à la frontière, par exemple, les déboutés du droit d'asile. Donc il faut rebâtir une immigration. C'est pas en proposant le droit de vote des résidents étrangers ou en disant il faut rien changer qu'on avancera. Donc il faut une nouvelle politique, mais il faut le faire sur des valeurs. Croyez-moi, c'est une sacrée différence. Très bien. Ça vous agace quand vous dites ça, mais... Non, pas du tout. Rien ne m'agace aujourd'hui. C'est le fruit de l'expérience désormais. Un mot de la gauche, quand même. Aujourd'hui, Anne Hidalgo présente son programme. Christiane Taubira a dit « Je vais venir pour faire l'union ». Tout le monde lui a dit non, mais elle y va quand même. Anne Hidalgo a dit « Je veux aller à la primaire ». Finalement, elle n'y va plus. J'ai un chat, comme on dit. Je n'y retrouverai pas ses petits. Et vous comprenez quoi ? Je suis un peu comme vous. C'est-à-dire qu'on a du mal à comprendre, à suivre. Vous savez, moi, j'ai la sympathie et évidemment du respect pour Anne Hidalgo. Je pense qu'elle est plutôt courageuse, mais que la tâche est impossible. Mais qu'est-ce qu'elle doit faire ? Mais si la gauche est dans cette situation, pas à cause des personnes, ou pas à cause des personnes seulement, là, ces appels à l'union, à l'unité, à la primaire sont pathétiques, ça ne débouche rien sur rien. La gauche n'est plus utile pour le moment dans le sens où elle donne le sentiment non pas de concourir pour être présent au second tour, non pas pour gagner, mais pour savoir qui va être le premier de cette course qui ne mène à rien. Mais parce que les raisons de fond, l'abandon de l'universalisme au profit d'une forme de communautarisme, ces gauches irréconciliables qui ne peuvent pas gouverner ensemble, je l'avais dit, parce qu'elles sont en désaccord surtout sur le nucléaire, sur l'Europe, sur le monde, sur la République, sur comment on assimile ou intègre. Les désaccords sont trop puissants. Regardez, y compris la polémique. Vous qui avez été un pilier du Parti socialiste, Anne Hidalgo dit à l'instant, j'irai jusqu'au bout, elle ne cesse de le répéter. Mais ça, c'est son choix, ça fait partie de ce courage que j'évoquais, mais il y a à la fois un abandon de la République et de l'autre. Ça sert à quoi ? Il y a une gauche qui ne veut plus gouverner. Quand on dit, par exemple, quand Anne Hidalgo qui dit nous voulons sortir du nucléaire, ça ne correspond pas à ce qu'il faut faire, notamment pour lutter contre le réchauffement climatique. Quand elle dit je veux instaurer le droit de vote des résidents étrangers, mais il faut une réforme constitutionnelle, c'est pas ce qu'attendent les Français. En plus, c'est un véritable chiffon rouge. Quand elle dit si je suis élu, j'abrogerai le CICE, qui est une des réformes du quinquennat de François Hollande, qui a été utile à l'économie et aux entreprises, elle s'éloigne de ce qu'on a appelé la culture du gouvernement. C'est une gauche qui ne veut plus gouverner, alors que je pense que le retour de l'État, des services publics, la santé, l'école, nous en avons parlé, la lutte contre les inégalités, parce que c'est une réalité, pourrait donner à la gauche, précisément, de quoi nourrir ce compromis national auquel j'appelle. Alors, vous êtes venu pour parler du livre, on y reviendra, mais à la fin, c'est un appel à l'union nationale. En quelques secondes, dites-nous, d'abord, est-ce que ce n'est pas un vœu pieux ? Ensuite, qui pourrait, après le 24 avril, dire allez, la gauche, la droite, on se met ensemble à l'allemande et on prépare une espèce de programme commun, en tout cas une plateforme de gouvernement pour quelques mois, quelques années. C'est complètement... il y a celui ou celle qui sera élu. À l'encontre de la culture politique française. Celui qui sera élu, ou celui ou celle qui sera élu au mois d'avril prochain, aura fait au mieux entre 17 et 23 ou 24%. Il sera seul face au pays. Nous sommes dans un paysage politique dévasté où les corps intermédiaires sont aujourd'hui extrêmement fragilisés. Et il se retrouvera avec les mêmes problèmes que nous connaissons. Donc, ce que je propose, ce n'est pas un gouvernement d'union nationale, c'est un compromis sur
Il faut une mesure d'âge pour les retraites, il faut une réforme des retraites. Oui, on le fait ensemble. Les politiques d'immigration doivent être remises à plat, et notamment en faisant en sorte que les frontières de l'Union européenne soient véritablement protégées. Il faut sans doute des changements constitutionnels si on veut instaurer des quotas ou faire évoluer le groupement familial. Donc on a besoin de majorités très amples. Sur la réforme de l'école, c'est du long terme, il le faut également. Le nucléaire, ce sont des milliards d'investissements. Le général de Gaulle l'a fait, et vous le dites à la sortie, avec le Conseil national de la résistance. Oui, nous sommes... Mais c'était le général de Gaulle. Qui peut faire ça? Eh bien, nous sommes au fond, c'est un peu la même époque. Il faut s'inspirer, ça devrait parler d'ailleurs à la gauche, de cette idée de Conseil national de la résistance. Il faut le faire, il n'y aura pas d'autre choix. Parce que sinon... Vous voyez Emmanuel Macron le faire? Ah, je pense que l'échec du quinquennat, c'est difficile, d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a pas pu réconcilier les Français avec eux-mêmes et avec la politique et changer profondément les pratiques. On ne peut pas gouverner seul, on peut gagner une élection, on peut être réélu, mais on ne peut pas gouverner seul ce pays. Il faut aller au-delà, il faudra beaucoup de générosité, beaucoup de force pour ce compromis national que j'évoque dans ce livre, parce qu'il faut répondre aux questions de fond. C'est un gros enjeu que vous mettez sur la table. Peut-être qu'il y aura un débat, que ça prospérera. Je l'espère. C'est pour ça que j'espère être utile, en tout cas, ce débat. Merci beaucoup, Manuel Valls. Merci à vous. Zemmour, l'anti-républicain aux éditions de l'Observatoire, 12 €. C'est sorti hier en librairie. Bonne journée à vous. Merci.